Bonjour, j'espère que vous êtes calme et serein dans votre confinement. Nous allons donc continuer la mission avec le cours 10. Je vous rappelle que le cours est sera donc diffusé sur YouTube, comme celui de la semaine dernière. Donc, vous pouvez y aller autant que vous voulez. Néanmoins, je vous suggérerais de ne pas attendre à la fin, à la veille de la préparation de l'examen, pour aller voir les cours. Je n'ai reçu aucune question de votre part, donc je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà visionné. Donc le cours 10, donc on termine cette semaine la partie chronologique du cours, si vous voulez. On aurait dû la terminer un peu plus tôt, mais il s'est passé toutes sortes de choses qui font que on est un peu en retard dans le cours. Donc c'est la dernière partie de la chronologie, si vous voulez. Donc avec le règne de Charles VII, le victorieux, on va terminer chronologiquement le Moyen Âge, et donc la semaine prochaine et la semaine suivante, on aura des cours thématiques. Charles VII, le règne de Charles VII vaut à lui seul un cours pour plusieurs raisons. La première, c'est que personnellement, c'est un règne que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a été longtemps ignoré. Pourquoi? Parce que Charles VII arrive un peu au milieu du 15e siècle, et pour beaucoup, le milieu du 15e siècle, ce n'est déjà plus le Moyen Âge, mais le début des temps modernes. Et donc, on a souvent escamoté ce règne-là parce que on voulait soit terminer rapidement le Moyen Âge, soit commencer rapidement les temps modernes. Mais depuis quelques décennies, on a revisé le règne de ce roi, et on en a fait sortir les faits saillants qui sont assez intéressants. Donc, on va regarder le plan du cours. On va voir un instant. On va voir donc la retraite à Chinon. On a vu la semaine dernière que le jeune Charles VII s'était réfugié, avait quitté la ville de Paris, qu'on l'appelait le petit roi de Bourges. On va voir la pucelle d'Orléans, bien sûr, c'est une partie importante du règne de Charles VII. D'habitude, évidemment, on n'en parle que pour parler de Jeanne d'Arc. Les reines du pouvoir, Agnès Sorel, Jacques Cœur et la révolte de Louis XI. Les concepts aujourd'hui, les objectifs du cours, comprendre les dynamiques de la transition vers la modernité, l'État moderne, le proto-capitalisme et l'humanisme. Le règne de Charles VII incarne ces trois choses-là. Et on va lire une petite citation de une des dernières biographies de Charles VII, de Georges Minois, qui est toujours un petit peu iconoclaste. Georges Minois, il revoit les sources de façon très originale. Il a donc écrit un Charles VII en 2005. Il dit ceci, dans un récit c'est-à-dire on dit ceci de ce livre, dans un récit très complet, un portrait fouillé, une reconstitution saisissante de l'atmosphère crépusculaire de la fin du Moyen Âge. Georges Minois donne au roi Charles VII une force et une originalité nouvelle. Le jeune Charles de Valois a tout connu. Un père fou, Charles VI, une mère réputée traîtresse, Isabeau de Bavière, l'exil de Paris à Bourges, un roi de France concurrent, l'anglais Henri VI, le crime avec l'assassinat du duc de Bourgogne, Jean sans peur, rappelez-vous que c'est lui qui l'a fait assassiner, les désastres militaires. Il lui fallut 7 terribles années, 1422-1429, pour recevoir la légitimité du sacre. Conquérant souvent malchanceux de son propre royaume, il eut encore la contrariété à la fin de sa vie, de son long règne, d'avoir son fils et héritier Louis IX comme principal adversaire. Voilà qui suffirait à faire de lui un roi sans éclat. De plus, ce sont d'autres en son temps qui captent la lumière et lui font de l'ombre. Encore aujourd'hui, Jeanne d'Arc, naturellement, un instant, Jeanne d'Arc, naturellement, pour laquelle l'auteur, Georges Minois, ne nourrit guère d'admiration, Dunois, Gilles de Rais, Jacques Cœur. Alors, cette citation là, d'un compte-rendu du livre de Georges Minois, la biographie de Georges Minois de Charles VII, elle annonce un peu les couleurs là, de ce qu'on va voir aujourd'hui. Et ce qu'elle nous dit aussi, c'est que au-delà du fait que son règne soit quand même extrêmement intéressant du point de vue historique, il reste que Charles VII est quelqu'un qui a réussi à s'entourer de personnages très hauts en couleur. Alors, parmi ces personnages, bien sûr, on va en voir quelques-uns dans ce cours.
On trouve Tanguy du Châtel, sénéchal de Beaucaire et prévôt de Paris, c'est l'assassin de Jean sans peur et le bras droit de Charles VII. Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, bien sûr, c'est un personnage historique très très connu et même peut-être un peu trop amplement vu. Jean d'Orléans, bâtard d'Orléans, comte de Dunois, lieutenant général, Arthur III, duc de Bretagne, connétable de Richemont, Georges de la Trémoigne, qui est grand chambellan du roi, Étienne de Vignoble dit La Hire, homme de guerre du roi, un personnage très important qui va être aux côtés de Jeanne d'Arc, Gilles de Rais, surnommé Barbe Bleue, maréchal de France, un personnage sur lequel on n'aura pas le temps de se pencher, mais si vous avez jamais de l'intérêt, allez voir néanmoins au moins sur Wikipédia. Agnès Sorel, la maîtresse et favorite du roi, on va voir que c'est quelqu'un d'assez spécial. Jacques Coeur, grand argentier du roi, mais un des premiers véritables capitalistes français, c'est-à-dire un des premiers à avoir réussi à monter des compagnies à holding, c'est-à-dire des multinationales. Jean Bureau et son frère, grand maître de l'artillerie de France, les premiers à se pencher, à faire de la fabrication des armes à feu de façon proto-industrielle. Charles de France, duc de Berry, et Pierre de Brézé, ministre et conseiller du roi, le légiste qui assiste Charles VII dans toutes ses entreprises juridiques. Alors, beaucoup de personnages qui ont fait l'objet de beaucoup de travaux, autres que Charles VII. Donc, Charles VII, déjà, on voit que il n'est pas beau. Alors, c'est-à-dire que il avait déjà, malheureusement, le fait qu'il était un peu ingrat de visage et qu'il était donc assez rapidement mis de côté. C'est-à-dire qu'on l'écoutait pas beaucoup. Hein, c'était pas quelqu'un qui en imposait, si on veut, comme peut-être Charles V avait réussi à le faire, ou un Philippe le Bel, par exemple. On voit donc ici la carte de comment ça se passe au moment où l'Angleterre passe aux mains des Anglais, rappelez-vous, en 1420. On avait vu d'ailleurs la carte dans le cours précédent, vous pourrez toujours vous y référer, mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on a des territoires sous contrôle anglo-bourguignon, les Bourguignons s'étant alliés des Anglais, et ce que vous voyez en bleu, c'est les régions grosso modo fidèles à Charles VII, mais dont la fidélité, surtout au pourtour, peut être douteuse, dépendant de ce qu'on peut leur offrir. Et donc, on va voir la première partie, la retraite à Chinon. Donc, quand Charles VII fuit Paris, là, vous voyez le château de Chinon, qui est celui-là, on l'a beaucoup amendé depuis, mais dont la base est celui qui abritait le jeune Charles VII lorsqu'il a fui après la prise de Paris. Donc, lorsque Charles VII fuit Paris à l'entrée des Bourguignons en 1418, il se réfugie d'abord à Bourges. C'est pour ça qu'on l'appelle le petit roi de Bourges, dans la capitale du Berry. Il devient roi en pleine guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons, et il est chef de facto du parti des Armagnacs, puisqu'il s'oppose aux Bourguignons. Et sa légitimité est compliquée, n'est-ce pas, par la défaite d'Azincourt, qui fait en ça, et le traité de Troyes, bien sûr, par lequel Charles VI le déshérite complètement au profit de Henri V d'Angleterre et plus tard Henri VI. Même sa mère, Isabeau de Bavière, va se tourner contre lui en répandant la rumeur qu'il est en fait le fils du duc d'Orléans qui a été assassiné en 1407. Donc déjà même, on veut mettre en question sa légitimité comme roi de France. Mais et on va même le pousser à accepter le traité de Troyes et il va refuser. Et il va refuser sur un argument assez intéressant, c'est-à-dire mon père est fou, donc je ne vois pas pourquoi je signerais un traité qui a été contracté par quelqu'un qui n'a pas toute sa tête. Alors, il est déclaré régent en 1420 par ses proches, dont Tanguy du Châtel, qui est son bras droit, et il va demeurer au sud de la Loire, et c'est pour ça qu'on va l'appeler, je le répète encore une fois, le petit roi de Bourges. Mais il va réussir à prendre quelques villes et à fonder un parlement.
Et il va avoir un peu de répit parce qu'Henri V va mourir avant Charles VI et c'est son fils Henri VI qui hérite du trône. Sauf qu'il est mineur. Et donc, on va donner la régence de ce royaume d'Angleterre au duc de Bedford, qui va de facto devenir aussi le régent du royaume de France, puisque les Anglais ont conquis du moins la partie nord de la France avec sa capitale, Paris. Donc, Charles VII se retrouve dans un imbroglio un peu détestable, dans la mesure où il est trahi par ses propres hommes et il refuse le traité, donc il va fuir la ville de Paris et se réfugier au sud de la Loire et faire preuve pendant un certain temps, en tout cas, d'apathie. C'est-à-dire qu'il suit les événements, il subit les événements, il ne prend aucune part dans ce qui peut se produire, dans les événements qui se produisent. On finit donc par donner le commandement, il a perdu aussi parce qu'il est peu combatif, il perd aussi un certain nombre de batailles, parce qu'on essaie quand même d'essayer de reprendre des territoires aux Anglais à partir de cette région-là du sud de la Loire, et on va perdre des batailles, Cravant en 1423, Verneuil en 1424, donc on n'est pas très gagnant. On va finir par donner le commandement des troupes françaises à un individu qui s'appelle Georges de la Trémoille et ainsi qu'au bâtard d'Orléans qu'on a vu tout à l'heure. On va compléter cette équipe avec Étienne dit La Hire et Charles VII va aller se réfugier dans la ville de Chinon. On a ici quelques représentations là, de Jean Ponton de Saint-Traille, qui est un autre qui assiste aussi Charles VII, et Étienne de Vignoble, dit La Hire, hein, donc quelqu'un qui est célèbre. Pourquoi? Parce que, bien sûr, il fait partie des campagnes de Jeanne d'Arc, et donc on en a beaucoup parlé dans l'histoire. On arrive donc à cet épisode, puisqu'il faut passer rapidement là-dessus, hein, c'est la pucelle d'Orléans, Jeanne d'Arc. Vous avez ici un portrait, une peinture miniature des poésies de Charles, et on doit dire que en histoire, c'est assez difficile pour des historiens de parler de Jeanne d'Arc. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène qui dépasse l'histoire. C'est un phénomène dont toutes sortes de dynamiques se sont saisies, des dynamiques nationales, bien sûr, mais aussi des dynamiques mystiques, religieuses. C'est évidemment une femme combattante, une guerrière, donc tout ça fait en sorte que c'est déjà un personnage difficile à traiter. Mais en plus de ça, on a beaucoup de difficultés à expliquer comment elle s'est retrouvée là. Elle entendait des voix. Qu'en dit-on en tant qu'historien? On ne peut pas tellement dire grand-chose. Elle s'est retrouvée à la tête d'armée. Ça aussi, c'est encore un peu difficile à expliquer. Alors, on va quand même y aller de ce qu'on peut dire, c'est-à-dire que à Chinon, c'est à Chinon, lorsqu'il est réfugié à Chinon, que une jeune fille de 16 ans vient le trouver, Charles VII, pour lui dire, je cite entre guillemets, « Gentil dauphin, je te dis de la part de Messire Dieu que tu es vrai héritier de trône de France. » Fermez les guillemets. Alors donc, Jeanne d'Arc est un personnage emblématique important de l'histoire de France. Elle est née à Domrémy, dans un petit village situé aux marges de la Champagne et de la Lorraine, les filles de Jacques d'Arc et d'Isabelle Romée. Elle faisait partie d'une famille de 5 enfants. Et vers 425, les habitants de Domrémy durent quitter pour la première fois leur village en raison de la guerre, des troupes, à l'arrivée des troupes bourguignonnes en particulier, et ils sont allés se réfugier à Neufchâteau. Jeanne faisait partie de ces réfugiés, et c'est alors qu'elle entend pour la première fois les voix. Ces voix, ce sont celles de Saint-Michel-Archange, Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite, donc 3 saints. Et ces voix lui ordonnent de chasser les Anglais de France et de faire sacrer Charles VII à Reims. Les voix lui disent aussi qu'il est temps de rencontrer dans un village adjacent qui s'appelle Vaucouleurs
le capitaine du roi, Robert de Baudricourt. Sainte Marguerite et Sainte Catherine lui auraient dit d'emblée qu'elle ne serait pas reçue tout de suite par Robert de Baudricourt et qu'elle serait repoussée plusieurs fois par ce dernier, mais que si elle était persévérante, un jour il céderait. Elle se met donc en route vers Vaucouleurs et tente de rencontrer le capitaine. Mais chaque fois, on la renvoie en la traitant de folle, bien sûr, puisqu'il y a une jeune fille de 16 ans qui veut rencontrer le capitaine des armées, c'est sûr qu'on ne va pas la laisser rentrer. Finalement, à force de persévérance, le 12 février 1429, il accepte de la recevoir, mais il lui fait subir une séance d'exorcisme pour voir si elle n'est pas... ces voix là, qu'elle entend, est-ce que c'est le diable? Hein? Il faudrait bien le savoir, puisque si c'est le diable, on ne va pas s'en entremettre, comme on dit. Alors, elle se tire de cet examen d'exorcisme, lavée de tout soupçon, et donc on n'a pas le choix de lui donner ce qu'elle demande. Et qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande une escorte pour se rendre à Chinon, pour aller voir Charles VII et lui dire qu'est-ce que les voies lui réservent, qu'est-ce que le destin lui réserve. Elle part donc avec cette escorte de 12 hommes et arrive à Chinon le 23 février. Toutes ces dates-là sont très, très précises parce que on a des éléments de preuve probants de tous ces éléments, tous ces événements-là. Et on a aussi, vous le verrez, on va le voir tout à l'heure, le procès de Jeanne d'Arc. Charles VII est réticent à la recevoir et décide de lui faire subir un subterfuge. C'est-à-dire que il se déguise en page et un de ses pages prend ses vêtements et on se dit, on va voir si comment elle va réagir. Rapidement, elle se dirige directement vers celui qui est habillé en page et donc vers Charles VII et elle le reconnaît. Bien sûr, devant cette preuve, encore une fois, de cette inspiration divine, en quelque sorte, puisque c'est ça c'est ça qu'elle apporte, en quelque part, il va lui accorder une audience. Alors, elle va donc... pardon, bon. Elle lui dit, gentil dauphin, je suis là, tu dois me donner des armées, et je suis là pour te faire sacré roi de France et pour bouter les Anglais. Donc, le mot est utilisé toujours, bouter les Anglais hors. Et on voit ici une représentation là, de comment la pucelle fit tirer l'armée à Troie, nonobstant que le soleil fut d'opinion que le roi s'en devait retourner. Hein? Je vous lis ce qui est écrit en rouge. Alors, lors de cette audience, Jeanne prédit aussi 4 événements. La libération d'Orléans, le sacre du roi à Reims, on a dit, la libération de Paris et la libération du duc d'Orléans. Après l'avoir fait interroger par les autorités ecclésiastiques, vous allez voir que à chaque étape, on lui fait subir des examens d'exorcisme pour voir si le diable ne s'en est pas emparé, sachant aussi qu'on est dans une période au 15e siècle où circulent des notions hein, que les femmes sont plus sensibles au diable que les hommes. Ça va se concrétiser ça dans un traité de sorcellerie qui va être publié en 1486, donc quelques 50 ans plus tard, qui s'appelle le Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, qui va servir pendant toute la période moderne au procès des sorcières. Donc, on l'a fait encore interroger par un tribunal ecclésiastique et on va aussi tester sa virginité. On va faire venir des matrones jurées pour tester sa virginité. Et là, bon, elle, encore une fois, elle s'en sort patte blanche, donc on n'a rien à lui reprocher. Et Jeanne commence une série de sommations destinées aux Anglais. Avec une armée de 7000 hommes, elle part pour faire la libération d'Orléans. Elle libère Orléans, accompagnée de Charles VII. Elle libère Orléans, va accompagner Charles VII se faire couronner à Reims le 17 juillet 1429 et elle additionne les succès militaires dans ce qu'on appelle les campagnes de la Loire.
Alors, elle prédit 4 événements, la libération d'Orléans, le sacre du roi à Reims, la libération de Paris, la libération du duc d'Orléans. La campagne de la vallée de la Loire, qui sont les campagnes de Jeanne d'Arc, comporte 5 combats. Le siège d'Orléans, la bataille de Jargeau, la bataille de Meun-sur-Loire, la bataille de Beaugency et la bataille de Patay, la plus importante, la plus déterminante. On voit ici une illustration. On a, vous allez voir, parce que je puise presque toujours au même ouvrage, au même manuscrit. C'est-à-dire qu'on a un chroniqueur de Charles VII qui nous a laissé une relation très détaillée de tous les événements de la vie de Charles VII, qui est admirablement illustrée et qui s'appelle Les Vigiles de Charles VII par Martial d'Auvergne. Donc, ce manuscrit de la BNF, c'est comme si on regardait une bande dessinée, si vous voulez, de la vie de Charles VII. Presque tout est illustré, donc vous m'excuserez d'aller tirer un certain nombre de scènes de ce très, très beau manuscrit. Donc, on a le siège d'Orléans ici, par, encore une fois, Martial d'Auvergne. Donc, où en étais-je avec tout ça? J'en étais au fait que la bataille, en fait, c'est la bataille de Patay qui va sceller le sort des Anglais par une victoire écrasante des Français. Donc, on est basculé dans la 4e phase. À partir de Jeanne d'Arc, en fait, on bascule dans la 4e phase de la guerre de 100 ans, c'est-à-dire qu'on est dans la phase des succès français. Alors, le corps des archers anglais, qui, rappelez-vous, avait assuré la suprématie militaire des Anglais pendant 83 ans, a été complètement anéanti. Comment ça se fait? Eh bien sûr que, oui, le longbow, l'arc long, tant et aussi longtemps que les batailles étaient des batailles rangées qui impliquaient des armées de chevaliers, c'était une arme extrêmement dévastatrice et supérieure. Mais qu'est-ce qu'on voit arriver avec les batailles de Jeanne d'Arc? C'est les armes à feu. Et là, bien évidemment, même les archers tombent sous les balles. On n'est pas encore rendu aux balles, mais tombent sous les canons, les premiers canons qu'on appelle des coulevrines. Et donc, Patay, c'est peut-être la version française de la bataille d'Azincourt, c'est-à-dire que c'est vraiment une victoire totalement écrasante des Français contre les Anglais. Et c'est l'ultime fait de la reconquête de la vallée de la Loire. Et la bataille de Patay va décapiter pour longtemps l'armée anglaise, qui va y perdre ses meilleurs officiers et l'élite de ses archers. Vous en voyez une petite illustration ici. Alors, on en arrive, lorsqu'on va voir ici une petite carte là, qui vous montre un peu là, ces campagnes, le trajet de Jeanne d'Arc en blanc. Hein, vous la voyez partir de Chinon. Les raids anglais en 1415, et là, vous voyez la bataille d'Azincourt, et vous voyez Jeanne d'Arc, là, et à partir d'Orléans, Jeanne d'Arc va prendre Charles VII et le faire sacrer à Reims. Donc, Jeanne d'Arc, à l'issue de la bataille de Patay, peut prendre Charles VII et l'amener vers Reims sans avoir à combattre pour y faire couronner le prince. Elle va donc mettre un terme aussi aux contestations qui aux contestations ambiantes sur la légitimité de Charles VII. Bien sûr qu'une fois qu'il sera sacré à Reims, que les Anglais seront boutés hors de France, mais il n'y aura plus là de contestation, surtout que c'est Jeanne d'Arc elle-même qui l'amène se faire sacrer. On se rappelle qu'en 1419, la France était déchirée par une lutte entre les Armagnacs et les Bourguignons. Et le roi anglais avait profité pour jouer en France les alliances, n'est-ce pas? Le roi de France était fou, Charles VI, il subissait l'influence de sa femme Isabeau de Bavière, et celle-ci avait voulu conserver la régence au sein du conseil. Elle avait donc écarté son fils, on s'en rappelle, du pouvoir. Et lors de cet événement, on avait dû pourvoir un argument juridique pour écarter ainsi le prétendant légitime du trône. Et
lors de ce sacre, on va aussi ressortir des arguments légitimes et juridiques d'un traité de Jean de Terre-Vermeille qui va montrer que le principe de continuité de la succession royale est absolument indispensable à la survie du royaume. Et donc ainsi, on va comprendre que Charles VII était tout à fait destiné à régner sur les destinées de la France. Jean de Terre-Vermeille est un juriste du 15e siècle, spécialiste du droit romain sous Charles VI. Il défend l'idée que la royauté est une fonction dont le roi n'est pas propriétaire, mais le locataire, si vous voulez. On voit ici le couronnement de Charles VII par l'archevêque. Alors, là, je vous explique que sur la prochaine diapositive, vous avez un hyperlien qui s'en va sur YouTube. Alors, la semaine dernière, c'est la raison pour laquelle ça a pris quelques jours, c'est-à-dire que lorsque j'active ces hyperliens, ça pose un problème de droit d'auteur sur YouTube et donc je dois modifier mon petit vidéo. Et donc, ce que j'ai fait la semaine dernière, ce que je vais faire cette semaine, c'est que je vous laisse les PowerPoint aussi sur Moodle. Et donc, veuillez par vous-même aller regarder les extraits qui sont très, très représentatifs. Là, vous aviez un extrait du film de Luc Besson sur Jeanne d'Arc où on voit le couronnement de Charles VII. C'est vraiment une scène assez émotionnelle et je vous conseille donc d'aller le voir, ou même de peut-être voir le film si vous pouvez, parce que, bon, on va le voir tout à l'heure, il y a plusieurs films là, que vous pouvez aller voir qui montrent des représentations très différentes de Jeanne d'Arc. Donc, la pucelle marche sur Paris. Elle est donc rendue à son 5. Elle a déjà fait ses 3 premiers contrats, si vous voulez. Elle marche sur Paris à 2 reprises, mais elle va être faite prisonnière par les Anglais, par les Bourguignons d'abord, à Compiègne. Et les Bourguignons vont la vendre aux Anglais. Alors, ces derniers vont confier son procès à l'Église. Et son procès, bien sûr, arrangé par le gars des vues, si vous voulez. Elle va d'abord être condamnée à la prison à perpétuité et on va l'empêcher de porter ses vêtements d'homme, parce qu'on lui reproche bien sûr de porter des vêtements masculins, mais on va la laisser nue dans sa cellule, puis on va laisser les vêtements sur une chaise, donc elle n'aura pas le choix, si elle veut se réchauffer, de s'habiller de ses vêtements d'homme, et donc dès qu'elle fera ça, on va la qualifier de relapse. Et c'est là qu'on va décider de la brûler. Elle sera brûlée vive à Rouen le 30 mai 1431. Le procès avait débuté le 9 janvier 1431 à Rouen. Jeanne est accusée d'hérésie, de sorcellerie par le tribunal de l'Inquisition. Elle est interrogée par un Français, Pierre Cochon, évêque de Beauvais, et même si le diocèse appartient aux Français, cet évêque a été repêché par les Bourguignons pour agir en tant qu'inquisiteur contre Jeanne d'Arc. L'évêque prend pour bras droit un dominicain très fondamentaliste qui s'appelle Jean Lemaître et qui est vicaire de l'inquisiteur français. On a quelques conseillers, on a quelques personnes à titre consultatif, mais le procès est un très long procès, dans lequel Jeanne d'Arc est interrogée de façon très sournoise, c'est-à-dire qu'on tente de la piéger par toutes sortes de stratagèmes. On se joue d'elle, de son manque d'éducation, on lui répète souvent les mêmes questions auxquelles elle répond toujours « passez outre ». Parce qu'on a le procès de Jeanne d'Arc, donc on sait, on a la plaidoirie au complet, hein, donc on sait comment ça s'est passé. Elle est toujours vague, simple dans ses commentaires, elle semble posée, mais en lisant les propos, on la sent quand même tendue, on sent qu'on la garde toujours sous tension.
Et elle se retrouve seule, d'ailleurs, sans l'appui de Charles VII, parce que Charles VII qui a bien profité d'elle, pour se débarrasser des Anglais, pour retrouver sa légitimité, pour se faire couronner, ben il va l'abandonner. Il va rien tenter pour la sauver. Donc elle est toute seule. Et elle réitère toujours et toujours son dévouement à Dieu. Elle affirme haut et fort qu'elle a entendu des voix. Euh, et elle affirme d'ailleurs ne pas être surprise de son arrestation, que les voix, Sainte Marguerite, Sainte Catherine lui avaient dit qu'elle allait être arrêtée et emprisonnée. Et elle abjure donc finalement le 24 mai 1431, mais comme je l'ai dit, elle va être accusée de relapse tout de suite après. Et donc, elle va être brûlée vive le mercredi 30 mai. Elle ne cessera jamais de crier le nom des saints et de Dieu. Vous voyez une image ici, encore une fois, de Martial d'Auvergne, la bande dessinée de Charles VII. Mais Charles VII la laisse brûler vive, mais en 1457, il va ouvrir un procès en réhabilitation. Et ce procès va la remettre sur voilà, la réhabiliter. Donc, on va regarder un peu, il y a eu beaucoup de représentations, de Jeanne d'Arc dans l'histoire. Je vous l'ai dit, elle est récupérée par toutes sortes de tendances, d'écoles historiques, et on voit, si on regarde tout simplement la représentation cinématographique, je voudrais pas aller très loin dans ça, mais au moins pour vous faire une petite topo là, de l'évolution, de comment on l'a représenté. Dans le film de Karl Dreyer de 1929, le premier film qui traite de Jeanne d'Arc, elle est représentée principalement comme une martyre. C'est-à-dire que c'est l'aspect martyr, et là vous voyez l'image le représente très bien, l'aspect martyr de Jeanne d'Arc qui va être retenu. Si on regarde un petit peu plus tard, en 1948, on est là dans le gros là, du cinéma hollywoodien. On a un Jeanne d'Arc avec Ingrid Bergman, une production de Victor Fleming, qui est un très grand producteur. Donc, on y a mis énormément de moyens. Et là, c'est la femme de guerre qui est très bien représentée par Ingrid Bergman, un très grand rôle où là, elle a failli obtenir un Oscar. Donc, un film à grand déploiement. C'est surtout un film de guerre. Donc, là, on voit une représentation de Jeanne d'Arc en guerrière. Ça correspond aussi un peu avec les temps, c'est-à-dire que dans les années 50, on voit de plus en plus là, de ces femmes fortes qu'on veut représenter. Et donc, elle est tout à fait en phase avec cette nouvelle tendance, si vous voulez. Dans le procès de Jeanne d'Arc par Robert Bresson de 1962, là, on a vraiment une représentation du procès dans laquelle ce qu'on voit, c'est surtout l'humilité de Jeanne d'Arc, c'est surtout le personnage dans ses aspects les plus religieux, donc encore une fois, une représentation de Jeanne d'Arc comme on la voit pas tellement comme femme de guerre, mais on la voit surtout comme martyr, comme femme victime, si vous voulez. Une femme discrète. On en fait une femme discrète, contrairement à Ingrid Bergman, où là, c'est quelqu'un d'assez flamboyant. En 1994, on a un film donc de Jacques Rivette avec Sandrine Bonner qui joue Jeanne la Pucelle, où là justement on commence à voir là, une image de Jeanne d'Arc qui va devenir un peu celle qu'on va privilégier pour quelques décennies. C'est-à-dire on la voit un peu comme quelqu'un d'exalté, très exalté, qui reçoit des messages, qui est colérique, qui est vulnérable, qui est très impulsive. On la présente vraiment comme une femme aussi, dans les sens les plus pièges de ce sens, c'est-à-dire que on veut pas la montrer comme un homme. Eh bien, là, cette façon de voir Jeanne d'Arc trouve son apogée, si on veut, dans le film de Luc Besson de 1998, dans lequel Jeanne d'Arc est, à mon sens, à peu près hystérique. J'ai pas été
alors que j'adore Luc Besson, alors que j'aime beaucoup Mila Jovovich, j'ai pas été capable de subir ce film-là plus qu'une vingtaine de minutes. Ça m'a irrité considérablement. Jeanne d'Arc, dans ça, elle est complètement hystérique. Et là, je sais pas ce qu'on veut représenter. On veut représenter une Jeanne d'Arc qui est peut-être même au bord d'une santé mentale fragile, parce que bien sûr que l'histoire s'est toujours demandé si cette femme était, bien sûr, si elle n'avait pas des problèmes de santé mentale. Je vous dirais, et là c'est personnel, que celui que je préfère, qui est un peu quétaine quand même, qui n'a pas là, la grandiloquence là, des films que je viens de vous présenter. C'est un film un petit peu discret qui a été fait en 1999, qui s'appelle Jeanne d'Arc, tout simplement, Joan of Arc, de Christian Duguay, qui est un réalisateur québécois, mais qui a fait carrière à Hollywood. Et j'ai trouvé que celui-là était beaucoup plus dans le ton. C'est-à-dire qu'à la fois, on a quelqu'un d'humble, on a une jeune fille. On voit aussi les aspects c'est une très jeune fille, elle a 16 ans. Ça, c'est pas très palpable, si vous voulez, dans les films précédents, ni dans les films là, subséquents. Donc, une très, très jeune fille. On voit les aspects de l'humilité, on voit les aspects exaltés, et on voit aussi les aspects guerriers qui sont très intéressants. Donc, ma préférence, si vous voulez, mais ça, c'est pas une question, c'est une question tout à fait personnelle, c'est Jeanne d'Arc de Christian Duguay. Si vous pouvez mettre la main dessus, c'est celui que je vous conseille. Mais vous sachez que vous allez aller sur Internet et vous allez avoir des représentations de Jeanne d'Arc de toutes les sortes. Je vous ai mis un petit YouTube ici là que vous irez voir dans le confort de votre foyer là pour pas que je me fasse enlever mon film de sur YouTube. Allez voir l'extrait du film. Je pense que c'est le trailer que je vous ai mis du film Joan of Arc de Christian Duguay. Et mais on va là, ça c'est la représentation historiographique. On va regarder un peu les représentations contemporaines. Alors, on a la chance d'avoir ça, en fait, hein, c'est un barbeau. C'est un dessin sur le bord d'un recueil du greffier du Parlement. Alors, le greffier du Parlement, il s'appelle Guillaume de Fauquembert. Et il est assis là, puis il prend les détails d'une cause. Hein, c'est pas la cause de Jeanne d'Arc. C'est une cause au Parlement de Paris. Mais, visiblement, pendant les temps morts, il dessine cette Jeanne d'Arc pour montrer, ça vous montre à quel point le personnage est, je dirais, prégnant au moment même de sa vie. C'est-à-dire, c'est pas seulement une postérité qu'on vient d'examiner, mais au moment même de sa vie, Jeanne d'Arc est déjà une énorme vedette, parce que tout le monde sait ce qui se passe. Et donc, elle est représentée ici dans une des seules représentations qu'on en a. Mais ce qu'on peut regarder aussi, c'est les lettres qu'elle envoie, parce que elle fait, elle-même n'est pas lettrée. Donc, elle n'est pas allée à l'école, elle n'est pas grand clerc. Elle est capable de signer son nom. Vous voyez, là, ici, là, on lui a montré à signer « Je, Anne ». Mais elle écrit aussi beaucoup de messages aux rois, aux généraux, pour leur demander des vêtements, des haubers, des armes, du salpêtre, des canons. Elle leur dit quoi faire, elle leur dit où aller rencontrer ses armées. Donc, on a beaucoup de messages, de missives qui sont dictés par Jeanne d'Arc, signés par sa main, mais qu'elle n'a pas écrit elle-même. Bien sûr, il y a toujours un notaire avec elle qui s'occupe de signer les lettres. Alors, bon, vous comprenez que Jeanne d'Arc, c'est un gros sujet. Si ça vous intéresse, allez sur Internet, mais faites attention parce qu'il y a toutes sortes de choses qui se disent là-dessus. Et on devait donc en discuter, bien sûr, mais surtout dans l'aspect du fait que à partir de Jeanne d'Arc, Charles VII est vraiment au pouvoir. Et donc, il va prendre les rênes du pouvoir. Vous irez regarder aussi cet extrait de Colette Bond, une historienne qui a beaucoup travaillé sur Jeanne d'Arc, puis qui est capable d'en dire les choses les plus récentes, si vous voulez, du point de vue de la recherche historique.
Alors, comme je vous le dis, je ne peux pas les passer dans mon cours, dans le petite vidéo que je vous fais là, parce que je vais me le faire retirer pour droit d'auteur. Donc, s'il vous plaît, ayez le PowerPoint avec vous ou allez par la suite écouter les extraits dans le PowerPoint. Vous comprenez que on n'est pas, on n'a pas le loisir là de faire tout ce qu'on veut en ces temps de pandémie. Les reines donc du pouvoir, Charles VII, roi de France, encore une fois par Martial d'Auvergne. Autant avant son sacre, tout lui allait, tout était malheur, si vous voulez. Hein, il fuyait, il était pas beau, il était pas intéressant, il était pas combatif, il était pas. Autant après ce sacre, sa vie, c'est le contraire. Tout tourne en sa faveur. Il réussit à faire la paix avec le duc de Bourgogne, allié des Anglais en 1435 avec la paix d'Arras, et le roi va donc se disposer à terminer le travail que Jeanne d'Arc avait entamé, c'est-à-dire à complètement bouter les Anglais hors de France. Alors, bien sûr que pour ce faire, il a besoin d'une armée efficace. Il a les rênes du pouvoir, il a été sacré à Reims, mais les gens qui sont autour et qui, eux, sont les chevaliers qui sont autour et qui, eux, sont de toutes les batailles de la guerre de Cent Ans depuis une vingtaine d'années, refusent de s'exécuter parce que ça fait 10 ans qu'on les a pas payés. Alors, c'est sûr qu'il va falloir songer à avoir une armée permanente et qui va permettre donc d'assurer toujours là, la défense du royaume. Et le 2 novembre 1439 à Orléans, le roi va obtenir la permission de renouveler la taille. Rappelez-vous que la taille, c'est ce qu'on avait essayé d'obtenir par les États généraux. Puis on l'obtenait, mais une fois tous les 10 ans, une fois tous les... Il fallait toujours aller aux États généraux pour la renouveler. Là, on va obtenir de lever la taille pour l'armée à chaque année. C'est ce qui va permettre à Charles VII de mettre sur pied une armée permanente. Cette mesure va donc donner à Charles VII le moyen d'entretenir une armée régulière. Avec la fin du grand schisme et le triomphe du conciliarisme, rappelez qu'on a vu ça, vous verrez ça dans le dernier cours avec notamment Jean Gerson, hein, Charles VII peut prétendre à la charge de chef de l'Église aussi. Et c'est le début de ce qu'on appelle le gallicanisme, qui est le pendant de l'anglicanisme qui, lui, va perdurer encore jusqu'à aujourd'hui. Le gallicanisme, lui, va s'éteindre graduellement. Et par la pragmatique sanction de Bourges, en 1438, Charles VII limite considérablement les pouvoirs du pape en France. Pense bien avoir une petite diapo. Donc, la pragmatique sanction de Bourges est une ordonnance qui fut débattue dans le chapitre de la Sainte-Chapelle de Bourges et promulguée le 7 juillet 1438 par le roi de France Charles VII avec l'accord du clergé réuni en assemblée. Le roi s'affirme comme le gardien des droits de l'Église de France. De plus, la pragmatique sanction limite les pouvoirs de taxer de la papauté sur le royaume de France. Et par l'ordonnance de Montier-les-Tours, il ordonne la rédaction de toutes les coutumes, ce qui va valoir à Charles VII le sobriquet, le surnom de fontaine de justice. Il va renforcer la tradition de ce qu'on appelle le lit de justice. Alors, vous le voyez ici représenté, hein, c'est-à-dire que on va aménager même un baldaquin qui va permettre au roi d'assister aux séances du Parlement qui ont trait au dossier du royaume et cette fonction, lors de ces plaidoiries auxquelles le roi assiste, on appelle ça le lit de justice. Il va charger en 1453 le cardinal d'Estouville de faire la réforme de l'Université de Paris.
C'est un peu nécessaire parce que rappelez-vous que l'Université de Paris, depuis l'assassinat de Louis d'Orléans, elle a changé d'idée un peu au gré de ce qu'elle voulait, d'abord appuyant les Bourguignons, ensuite les repoussant, ensuite appuyant le duc de Bedford, ensuite appuyant Charles VII. Donc, il y avait des questions d'allégeance à régler, mais aussi il y avait le fait que l'université s'était instituée là, dans ses insécurités politiques ambiantes, comme un troisième pouvoir, si vous voulez, qui représenterait bien sûr un peu l'Église et un peu les intellectuels et un peu la cléricature, et qui avait pris énormément de place au Parlement et qui, par le biais de ses nombreuses causes aussi, engorgeait le Parlement. Et donc, il était temps un peu de contenir hein, cette force. On va aussi fonder des parlements à Toulouse, à Grenoble, pour recevoir les appels en région, pour davantage recevoir les appels en région, donc des cours suprêmes, si vous voulez, régionales. En 1439, une ordonnance supprime les armées féodales et met en place l'armée sous l'autorité du roi. Donc ça, c'est quand même un coup de filet très important, très intéressant pour le pour le roi de France, puisqu'il n'a pas à s'assurer de l'allégeance des grands aristocrates, des nobles, pour mener des batailles et pour faire la guerre. Mais bien sûr, cette ordonnance-là va être très mal reçue par les grands du royaume, parce qu'ils ne veulent pas perdre leur pouvoir. Donc, ils vont se liguer contre Charles VII à partir de cette ordonnance de 1439, et ils vont, donc, cette révolte qu'on appelle la Grande Praguerie, va réunir plusieurs seigneurs de haut rang, Charles Ier de Bourbon, Dunois qu'on a vu tout à l'heure, Jean II d'Alençon et le dauphin, c'est-à-dire le fils de Charles VII, Louis XI, qu'on va voir un petit peu plus tard, qui est un personnage lui aussi très haut en couleur. Alors vous avez ici la Grande Praguerie, la guerre de la Praguerie qui se passe encore une fois à Paris. Et d'ailleurs, les derniers moments de sa vie de Charles VII sont assombris par cette lutte qu'il mène contre son fils, par la haine que lui voue son fils, le dauphin Louis, futur Louis XI, et il s'allie donc au Seigneur contre Charles VII dès 1438. C'est que on voit bien que c'est quelqu'un qui a une personnalité trouble, on le verra d'ailleurs tout le long de son règne, que nous ne verrons pas parce que nous allons laisser ça au temps moderne, mais le règne de Louis XI est un règne qui est particulièrement mouvementé, le personnage est souvent décrit aussi comme particulièrement cruel et difficile d'approche. Et visiblement Charles VII est conscient de ça, il l'a écarté des apanages. Évidemment, ne voulant pas lui donner trop de pouvoir, et ça sera, Louis XI va être très très déçu de ça, et c'est une des raisons pour lesquelles il va se liguer contre son père. En désespoir de cause, en 1446, on va essayer de signer une trêve, mais ça n'empêchera nullement Louis XI de continuer à intriguer contre son père, et il est derrière la plupart des inconvénients qui se retrouveront sous le règne de Charles VII. Et il accuse donc son père d'avoir des mœurs dissolues, et ce n'est pas pour rien, bien sûr, c'est que la favorite du roi, ce n'est pas n'importe qui, c'est un autre personnage important de cette époque, Agnès Sorel, qu'on représente toujours le Saint-Alaire, presque toujours le Saint-Alaire. Alors, sa jeunesse, sa beauté, la font très rapidement remarquer par le roi, déjà à Bourges, hein, c'est-à-dire bien avant le sacre. Lui-même est sans beauté, sans grande intelligence, à ce moment-là, même sans pouvoir, sans fortune, mais elle est présentée au dauphin, en fait au roi, puisqu'il était roi pour ses proches. Hein. Elle est présentée au roi en 1443 par son conseiller juridique Pierre de Brézé. Et le roi de France Charles VII, de 20 ans son aîné, la fait rentrer au service de la maison angevine en 1444.
Officiellement, elle est censée être la demoiselle de maison de la reine Marie d'Anjou, mais elle va manœuvrer, en fait, pour devenir la favorite, la maîtresse favorite du roi. Une maîtresse qui sera la première maîtresse officielle du roi de France. C'est-à-dire qu'avant ça, on a bien eu des maîtresses, les rois de France ont bien eu des maîtresses, mais c'est la première fois qu'on officialise ce statut de maîtresse du roi. Et donc, elle passe au rang de première dame officieuse du royaume et gagne le statut de favorite officielle, ce qui est une nouveauté. Son art de vivre, ses extravagances, puisqu'elle est très extravagante, elle est très voyante, bien sûr rejette la reine Marie d'Anjou, qui est un petit peu ordinaire, sachons-le, dans l'ombre, et les voiles, je veux dire, elle mène la mode aussi là, de cette époque, et les voiles, les guimpes sont abandonnés. Elle institue le décolleté, et c'est pour ça qu'on la représente souvent le sein à l'air. Vous avez ici une bonne une représentation, un portrait d'Agnès Sorel par Jean Fouquet, un grand peintre enlumineur là, de l'époque. Et, mais vous allez voir ici quelques autres représentations où encore une fois, on montre Agnès Sorel en déploiement, si vous voulez. Alors, elle est bien sûr, elle ne passe pas inaperçue des chroniqueurs de l'époque. Tout le monde en parle. C'est une dame dont on parle énormément. Tous les gens de la cour suivent ce qu'elle porte, ce qu'elle dit, c'est quelqu'un d'important. Et rien qu'en 1444, le roi lui offre 20 600 écus de bijoux, dont le premier diamant taillé connu à ce jour. Donc, alors elle mène grand train, mais elle meurt subitement en 1450 au Mélisle-sous-Jumièges, une mort tellement subite qu'on soupçonne tout de suite, qu'on évoque tout de suite l'empoisonnement. Pardon. Alors, je vous cite là la chronique de Mathieu Descouchy. En ce temps, le roi était fort enamouré d'une gente et belle damoiselle, qu'on nomma alors communément par le royaume la belle Agnès, et depuis le roi lui fit donner le nom de damoiselle de beauté. Il lui fut dit que Jacques Coeur avait empoisonné ou fait empoisonner la dite demoiselle, et duquel empoisonnement elle alla de vie à trépas. Donc, la première personne qu'on accuse de cet empoisonnement d'Agnès Sorel, c'est Jacques Coeur, qu'on va voir tout à l'heure. On va voir ici le gisant d'Agnès Sorel, le gisant du tombeau à la collégiale de Saint-Ours à Loches. Alors, on la représente ici encore, là, presque le visage, comme dans les portraits, parce que c'est un moment aussi, quand on parle de l'humanisme, du proto-humanisme de la cour de Charles VII, où le portrait devient de plus en plus ressemblant. Vous vous rappellerez que quand on fait les portraits de Philippe le Bel, même Charles V, hein, ce sont des représentations stylisées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas pour but de représenter les traits véridiques de la personne. Mais là, on est dans une dynamique où l'art pictural prend une nouvelle dimension, notamment avec la perspective, et là, le portrait est de plus en plus saisissant de réalisme, si on veut. On le veut saisissant de réalisme. Donc, un artiste a été chargé de sculpter par Charles VI, éploré, parce que vraiment c'est sa favorite, il l'aime comme un fou, de sculpter un monument d'une grande élégance. On ne sait pas qui est cet artiste. Les historiens hésitent entre Michel de Coulombe ou Jacques Morel, un autre sculpteur de l'époque. Mais le monument ressemble beaucoup au dessin de Jean Fouquet, et donc on s'imagine qu'il a peut-être été lui-même sollicité pour faire des croquis qui ont servi au sculpteur pour faire le gisant. Les travaux d'une équipe de 22 médecins et scientifiques français qui ont pu travailler sur les restes de la Dame de Beauté, maîtresse officielle de Charles VII, est morte il y a 555 ans. Cette autopsie a révélé, ils ont fait l'autopsie du corps d'Agnès Sorel, et cette autopsie a révélé en 2004-2005 que son tube digestif était infesté d'ascaris,
parasites et qu'elle avait absorbé du mercure pour s'en débarrasser. On avait d'ailleurs à l'époque, c'était un médicament couramment prescrit pour se débarrasser des parasites. C'était évidemment extrêmement mortel, c'est-à-dire pas mortel, mais en petite quantité, ça pouvait à tout le moins servir à se débarrasser des parasites, quels qu'ils soient. Mais bien sûr que dès qu'on dépassait les doses minimales, mais ça devenait très dangereux. Et même l'absorption était pas sans danger. Et c'est donc l'ingestion de mercure qui l'aurait fait passer de vie à trépas. Le problème, c'est que les doses de mercure qu'on a trouvées dans son corps sont vraiment, sont-elles 100 000 fois la dose qui était prescrite à l'époque. Hein. La dose qui était prescrite à l'époque, c'était des scrupules, c'est-à-dire des gouttes à peine. Et donc, on a beaucoup de mercure dans son corps. Et donc, là, la thèse de l'empoisonnement est assez bien étayée, par cette autopsie qui a été pratiquée en 2005. Donc, crime, accident, c'est difficile de conclure, mais on va regarder ici le témoignage de Philippe Charlier, médecin légiste. Vous allez voir, il y a une petite vidéo YouTube, encore une fois, que vous pourrez aller voir là, plus tard. Aucune trace d'arsenic n'a été détectée. Par contre, des taux considérables de mercure ont été mesurés dans les fanères, tant en superficie qu'en profondeur. Ce mercure aurait pu être contenu dans le plomb du sarcophage, mais l'analyse de ce dernier a montré qu'il n'en contenait qu'un taux infime. La fixation du mercure dans les fanères est donc bien antérieure au décès. Donc, vous voyez là, ça, ce sont des choses qu'on a. Donc, l'empoisonnement n'est pas à écarter. Parmi les coupables idéaux se trouvait sa cousine germaine Antoinette de Mengele, qui était sa rivale et qui s'est retrouvée dans le lit de Charles VII pas très longtemps après sa mort. Son médecin Robert Poitvin, qui a touché une partie de l'héritage, mais c'est surtout un personnage qu'on appelle Jacques Coeur, qui a été accusé d'abord et qui, parce que lui et elle étaient liés d'amitié, il figurait bien sûr parmi ses exécuteurs testamentaires et c'était le plus grand fournisseur à la cour de bijoux, d'atours, de tissus, de vêtements et donc il était très près d'Agnès Sorel. On va donc voir, vous verrez là, le YouTube là, qui vous présente là, le médecin légiste, comment ils ont fait pour reconstituer le visage de Agnès Sorel. Vous allez voir, c'est très intéressant, je vous encourage à aller l'écouter. Et on va passer à Jacques Coeur. Donc, Jacques Coeur est un autre de ces personnages qui entourent Charles VII et qui a eu une influence majeure sur son temps. C'est un commerçant qui est né à Bourges en 1421. Il est fils de Pierre Coeur, qui est un négociant pelletier, c'est-à-dire de fourrure de la ville. Il va épouser en 1420 ou 1418, parce que des fois les dates sont pas exactes, la fille du prévôt de Bourges, qu'on appelle Massé de Léotpart. Et il va être impliqué très tôt dans le négoce de son père, qui est le fournisseur du duc de Berry en fourrure. Et vous voyez là que, par exemple, dans le mois de janvier, des traits régeurs du duc de Berry, des enluminures que je vous ai montrées à plusieurs reprises, vous voyez la place de la fourrure là, dans les atours de cette époque-là, les chapeaux, les capes, etc. Donc, quand on était fournisseur de fourrure, on faisait beaucoup d'argent avec la cour. Donc, il va reprendre le commerce, il va l'élargir à la production de draps. Et constatant, on va voir ici là, le biographe. Ah, vous avez ici la maison de Jacques Coeur. Attendez, je veux juste voir si j'ai bien. Non. Je vais vous citer Bordonov, qui est un des biographe, Georges Bordonov, qui est un des biographes de Jacques Coeur. Il y a beaucoup de biographies de Jacques Coeur. C'est un personnage très traité dans l'historiographie. Je cite donc Bordonov. Constatant les limites de son entreprise, il entreprend un voyage en Orient afin de nouer des intelligences utiles dans les ports orientaux et mener une enquête très précise sur la provenance exacte, le prix et la qualité des marchandises, aussi bien que les moyens de transport.
Alors, pourquoi je vous lis ça? C'est parce que, ce faisant, Jacques Coeur va vouloir s'interposer entre le fournisseur des matières premières et celui qui les vend. Il va donc court-circuiter toute une partie du commerce qui vient du Levant, des produits de luxe notamment, du drap, de la soie, pour aller les chercher lui-même. Donc, il va affréter lui-même les bateaux pour aller chercher les marchandises. Dans un premier voyage qu'il entreprend, il va passer par l'Égypte, par Damas, par Chypre, Venise, Gênes. Il va tisser un réseau de contacts important sur lequel il base ses activités économiques. Malgré que le voyage se termine par un naufrage et la perte de la cargaison, il a réussi, lui, à se faire un réseau et à monter là, toute son entreprise commerciale de l'Orient vers l'Occident. De retour en France, il va se fixer comme priorité de s'établir dans un port intéressant d'où il va pouvoir faire partir ses caravelles, ses bateaux pour aller chercher les marchandises. Il va choisir le port de Montpellier. En fait, Montpellier n'est pas un port. Se situe sur le bord de la Méditerranée, mais à une dizaine de kilomètres de la mer. Mais elle a quand même un port naturel qui s'appelle le port de Latte, qui relie les marchandises par une roubine, par une voie navigable vers Montpellier. Mais aussi, elle est très près du port que, rappelez-vous, Louis IX avait fait construire pour partir à la croisade à Aigues-Mortes. Et donc, c'est un endroit, Montpellier, où il peut se baser, établir des comptoirs et continuer l'exercice de son commerce international. Il installe donc à Montpellier son quartier général et élargit encore ses activités. Il va devenir par la suite armateur, donc affréteur de bateaux, mais surtout industriel dans la mesure où il va s'impliquer aussi dans la fabrication des armes, notamment aussi dans le domaine de l'orfèvrerie, des émaux, des harnais, de la laine et de la teinturerie. On va de l'autre côté. Et donc, on a ici l'hôtel Jacques-Coeur à Montpellier, qui est l'hôtel qu'il s'était fait construire au centre de la ville, qui est maintenant un musée, le musée des trésoriers de France. On peut le visiter sur rendez-vous. On y trouve un plafond du 15e siècle magnifique, conservé exactement tel quel. Alors, donc, en plus d'exporter des draps, les toiles fines, le corail de Marseille, le vin, il exploite aussi plusieurs mines afin d'exporter des métaux vers l'Orient. Et en faisant le commerce de marchandises aussi varié et aussi nécessaire autour de la Méditerranée, il va même être en concurrence au duc de Bourgogne pour la fortune la plus considérable de France. Et donc, il a d'ailleurs amassé la plus grande fortune amassée par un roturier avant la période moderne. Donc, il va créer à Montpellier un véritable comptoir marchand, ce que le roi Charles VII va écrire plus tard, vers 1456, il va dire de Montpellier, « Au temps où Jacques Coeur gouvernait le fait de notre argenterie, est-toi homme de grande entreprise, entrepris défaire au plus bel lieu de la dicte ville de Montpellier une belle maison appelée Loge des Marchands. » Et c'est ça que vous voyez là. Alors, il est vrai que fort de cet esprit d'entreprise, Charles VII va l'approcher pour, d'abord, comme conseiller, il va lui demander conseil, et il va très rapidement lui offrir le poste d'argentier du roi. Voilà. Le roi Charles VII, lorsqu'il prend le royaume est en mauvais état. C'est-à-dire que pendant toute la période de Bourges, évidemment, on n'avait pas d'assiette fiscale. Et le fait qu'on soit en mesure d'avoir une taille annuelle, ça permet de retaper l'armée, mais ça ne permet pas d'aller vraiment plus loin en termes de revenus fiscaux. Et Jacques Coeur va donc
débuter une réforme administrative et financière du royaume qui va être reçue de façon très inégale, bien sûr, parce qu'il y a des gens que ça va toucher, hein, notamment de l'aristocratie, chez qui on va aller chercher encore plus de fonds en forme d'impôts fonciers. Donc, il devient en 1439 argentier du roi, il est anobli en 1440, il est nommé commissaire aux États généraux du Languedoc en 1441, on le mentionne enfin parmi les membres du Grand Conseil en 1444. Alors, pour vous montrer un peu ce dans quoi il fait fortune, c'est surtout ses atours, ses draps, hein, les atours des femmes de la cour. Donc, vous voyez ici la fourrure, vous voyez ici le drap, vous voyez ici la soie, vous voyez ici les bijoux, les émaux. Donc, en fait, il fait fortune avec les produits de luxe. Donc, cette réforme financière ne fera pas l'affaire qui est instituée le 25 septembre 1443. Ça s'appelle la Grande Ordonnance de Saumur. Elle ne fera vraiment pas l'unanimité auprès des grands du roi, notamment le Conseil du roi dirigé par Dunois. Donc, Jacques Coeur va réussir à redonner une prospérité économique à la France, mais et en 1444, rappelez-vous que c'est l'année où Agnès Sorel devient la première favorite du roi. Donc, on est dans un entraînement d'événements là où Jacques Coeur est à la tête de fonctions très importantes. Il continue son négoce. Agnès Sorel devient la favorite. Il y a une vie de cour très, très ample, très, très voyante. Et lorsqu'elle meurt subitement en 1450, ben, c'est Jacques Coeur qui est accusé. Et on va lire ici un petit extrait d'un livre qui est écrit en 1863, mais j'aime bien des fois le ton, un peu le pathos là, de ces auteurs-là du 19e siècle. Je trouve que ça donne une bonne idée de ce qui se passe. Tout à coup, au plus haut de tant de crédits, sans transition aucune, cette fortune s'écroule. Et Jacques Coeur est arrêté comme coupable d'avoir empoisonné Agnès Sorel. Cette accusation tombe aussitôt par son absurdité. Une autre, 20 autres la remplacent. Le puissant de la veille est à bas, les dénonciateurs arrivent en foule. Ceux-ci l'accusent de concussion, ceux-là d'avoir appauvri le royaume en exportant de la monnaie, d'autres d'avoir vendu des armes aux infidèles, d'autres encore de leur avoir renvoyé un esclave qui s'était réfugié sur un des navires. Une seule de ces accusations aurait suffi, d'autant mieux que Charles VII ne passe pas pour avoir été très constant et très sûr dans ses amitiés, rappelez-vous Jeanne d'Arc, et que la plupart des juges qu'il avait choisis pour instruire le procès de Jacques Coeur avaient commencé par se faire octroyer une partie de ses biens. Alors, vous voyez que ça se goupille mal pour Jacques Coeur. Le procès, en effet, est loin d'être équitable. Dès que l'accusation d'empoisonnement tombe, comme le dit cet auteur par pure absurdité, les accusations se multiplient, mais une foule d'accusations plus ou moins crédibles, mais qui, par leur poids, vont donner du fil à retordre à la défense et qui, bien sûr, met en vedette tous les détracteurs de Jacques Coeur. Ceux qui lui en veulent parce qu'il est riche, ceux qui lui en veulent parce qu'il est puissant, ceux qui lui en veulent parce qu'il vient de promulguer l'ordonnance de Saumur par lequel ils seront taxés davantage. Alors, vous voyez que dans ce procès, et Charles VII aussi, qui probablement lui devait de grandes quantités d'argent, on voit là tout de suite l'opportunité qui se pose de se débarrasser d'un personnage qui était devenu embarrassant. Alors, conscient que quelque chose se trame, néanmoins, il n'est pas fou, Jacques. Il anticipe une saisie imminente de ses biens, parce que bien sûr que aussi, au terme de ce procès, les détracteurs vont se séparer sa fortune. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup d'incitatifs à devenir accusateurs de Jacques Coeur. Le 31 janvier 1400, donc il avertit sa femme qu'il se pourrait qu'il soit saisi, et donc il a pu, en tout cas rapidement, mettre quelques biens à l'abri des saisies. Mais le 31 juillet 1451, le roi Charles VII procède à l'arrestation du grand argentier, l'astreint à tenir prison fermée et proclame la mise sous séquestre de ses biens. Donc, on saisit tous ses biens.
Le roi refuse l'établissement d'un tribunal ecclésiastique, malgré le fait que Jacques Cœur est tonsuré. Tonsuré, ça veut dire qu'il était clair, mais en fait, il n'est pas véritablement clair. La tonsure, c'était quelque chose qu'on pouvait toujours s'acheter pour se ménager les faveurs des cours de justice ecclésiastiques, toujours plus clémentes, en fait, même si on peut les brûler, que les cours de justice profanes, publics. Alors, il décide d'instaurer un tribunal spécial qui va être présidé, qu'il préside, et donc qui est généralement réservé au cas de lèse-majesté. La commission décide de donner la question entre guillemets, ça veut dire la torture, c'est-à-dire qu'on va procéder à la torture de Jacques Cœur pour le faire avouer, en fait, à peu près tout ce qui lui est reproché. On voit ici Jacques Cœur devant la justice. Et donc, je vais vous lire aussi là, un petit extrait d'un autre recueil du 19e siècle. C'est au milieu de ses peines de corps et d'esprit que Jacques apprend la nouvelle que sa femme vient de mourir à Bourges. Et donc, il perd sa femme au milieu du procès. Donc, ce sont des circonstances assez tragiques. Et l'examen des circonstances qui entourent le procès laisse nul doute quant à la partialité de l'initiative de Charles VII et de ses détracteurs de condamner Jacques Cœur sans accorder d'importance à l'esprit de justice. Des motivations bien concrètes viennent expliquer l'instauration d'un tel procès truqué. La saisie immédiate des biens de Jacques Cœur, dès son arrestation, révèle un certain intérêt pécuniaire, on pourrait dire, là, dans la démarche du roi. Et après la condamnation, le roi renvoie d'ailleurs le procureur Dauvet dans un voyage d'une durée de 4 ans pour faire le tour du royaume pour récupérer tous les biens de Jacques Cœur, dans tout, parce qu'il y avait des comptoirs partout à travers la France. Il y avait des comptoirs aussi en dehors de la France. D'ailleurs, un certain nombre de ces biens ont été sauvés parce qu'ils étaient sur des bateaux en Orient. Mais ça va prendre 4 ans, mais minutieusement, Charles VII va aller chercher tous les biens qu'il peut trouver de Jacques Cœur. Le grand soin qui est accordé à cette saisie totale des biens de l'accusé montre le désir de Charles VII de renflouer les coffres de l'État le plus rapidement possible. Cette nouvelle rentrée d'argent permet au roi de mettre un terme à la guerre de 100 ans, d'expulser les Anglais de la dernière section du territoire occupé, c'est-à-dire la Guyenne. Et le 17 juillet 1453, un mois et demi après la première saisie, Charles VII mène la bataille de Castillon et remporte une victoire décisive qui met une fin définitive à la guerre de 100 ans. Le traité sera signé plusieurs années après, mais cette bataille met un terme à la guerre. La bataille de Castillon, menée par Ledunois et Jean Bureau, grand maître de l'artillerie de France, charge 300 pièces d'artillerie. Alors, on arrive à d'autres personnages aussi importants du règne de Charles VII. Les frères Bureau, Jean et Gaspard, ont réorganisé l'artillerie de campagne en développant bien sûr l'utilisation du canon. On l'a vu, c'était déjà le cas dès la période de Jeanne d'Arc, dès la campagne de la vallée de la Loire. Les deux frères Bureau dirigent personnellement une grande entreprise d'artillerie dans toutes les batailles de Normandie et de Guyenne, où ils commandent également les francs archers. Je cite ici un autre traité du 19e siècle. En France, la guerre de l'indépendance contre les Anglais avait réveillé le génie guerrier de la nation, et non seulement l'héroïque Jeanne d'Arc s'occupait elle-même de diriger l'artillerie, mais 2 hommes éminents sortis du peuple, les frères Bureau, apportèrent tous leurs soins à perfectionner les bouches à feu et à la conduite des sièges. Cette période de l'histoire signale une ère nouvelle. Les Anglais ont été vaincus par les armes à feu et le roi qui a reconquis son trône avec des mains plébéiennes se voit pour la première fois à la tête de forces qui n'appartiennent qu'à lui. Charles VII, qui naguère empruntait aux villes leurs canons pour faire les sièges, on le voit dans les messages de Jeanne d'Arc, possède une artillerie assez nombreuse pour établir des attaques devant plusieurs places à la fois, ce qui excite à juste titre l'admiration des contemporains. Donc, c'est l'argent de Jacques Cœur qui a acheté ces armes très efficaces pour régler la guerre de 100 ans. Donc, cette artillerie, bien sûr, il l'a payée avec les biens de Jacques Cœur, une somme de 100 000 écus.
Le procès de Jacques Cœur apparaît donc comme une machination du roi visant à obtenir les fonds nécessaires pour monter une armée permanente. Qu'il a déjà les fonds d'entretenir par la taille, mais qu'il doit là armer. En fait, ce qui lui manque, c'est les armes à feu qui sont devenues et rappelez-vous, là, je vous signale qu'en 1453, lorsque la ville de Constantinople tombe aux mains des Ottomans, hein, c'est grâce à leur puissante artillerie et le fait qu'ils ont 360 canons. Donc, après 2 ans de captivité, mais pourtant, après 2 ans de captivité, Jacques va s'évader de son cachot de Poitiers le 27 octobre 1454. C'est pour ça que la vie de Jacques Cœur, ça a plein de rebondissements. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de biographies sur Jacques Cœur. Et dès sa fuite, les autorités vont essayer de le rattraper, vont envoyer des lettres à travers la région pour essayer de l'arrêter. Il va se réfugier dans un couvent, le couvent de Montmorillon, et après plusieurs escales dans différents couvents, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va d'un couvent à l'autre. Il était d'ailleurs appuyé, ce sont ses partisans qui l'ont aidé à s'enfuir et qui l'aident à fuir. Il va se réfugier au couvent des Cordeliers à Beaucaire. Il va se rendre à Beaucaire, au couvent des Cordeliers, il va rester là. Les troupes du roi qui sont avisées de son arrivée là-bas entourent l'endroit et essaient de faire sortir Jacques Cœur, mais avec ses amis, avec ses partisans, Jean de Village, Guimard, Gaillardet, des gens qui étaient autour de lui, ils vont le libérer et lui faire traverser le Rhône, puis ils vont l'amener. On va voir ici d'abord le petit couvent de Beaucaire dans lequel il s'est réfugié, puis ils vont l'amener très rapidement chez le pape. Alors, dans un premier temps, il va arriver en Provence, qui n'est plus le domaine de Charles VII, mais bien celui du duc d'Anjou. Et donc, il va pouvoir se réfugier là d'abord. Il va voyager à Marseille, à Nice, à Pise, et il va se rendre chez le pape Nicolas V, qui l'accueille avec amitié. Il faut dire que Jacques Cœur l'avait appuyé dans un voyage diplomatique en 1447 et il lui avait donné son appui contre un antipape parce qu'on même si on est encore même si on a réglé la question du grand schisme d'Occident, on est encore dans les dynamiques de pape un peu concurrents qui parfois veulent donc l'antipape Félix, Jacques Cœur l'avait appuyé contre cet antipape. Et donc, le pape l'accueille avec amitié, le recueille chez lui et le cache de Charles VII. Il le fait donc demeurer à son palais, le fait voir par ses médecins parce que Jacques Cœur aussi avait comment est-ce qu'on appelle ça, une captivité très dure. Hein, il arrive chez le pape amaigri, pas très en santé, on va le faire voir par les médecins. Il est miné par la maladie, de la suite des mauvais traitements endurés. On l'a torturé aussi, il faut dire, avec sans ménagement, dirait-on. Et il va passer l'année 1455 à Rome à recueillir les débris de sa fortune, celle qui avait eu la chance d'être en Orient, ou en tout cas pas en France, au moment où Charles VII avait envoyé ses sbires chercher tous les biens de Jacques Cœur, rappelez-vous, à la suite de sa condamnation. Alors, donc, tout n'était pas en France. Il y avait beaucoup de galères qui se trouvaient en mer pendant son procès. Il y en avait beaucoup qui étaient dans les mains de ses correspondants en Italie, dans le Levant. Donc, il a réussi à retrouver une partie de sa fortune. En 1456, ce n'est plus Nicolas V, mais Calixte III qui lui confie une armée pour porter secours aux chrétiens qui sont menacés par les Turcs. On arrive d'ailleurs à cette prise de Constantinople en 1453. Et qui étaient donc les Turcs étaient maîtres depuis quelques années de la ville. Et Jacques Cœur a le titre de capitaine de l'Église, capitaine général de l'Église, et il commande une flotte sous la direction du patriarche d'Aquilon. L'expédition passe par Rhodes, ensuite par l'île de Chios, et pendant son séjour dans cette île, le général tombe malade, il est blessé, il meurt le 25 novembre 1456 à l'âge de 60 ans. Alors, vous voyez ici la galère de Jacques Cœur en expédition contre les Turcs.
Donc, vous voyez que donc on a vu là, un certain nombre de personnages très importants qui jalonnent là, le règne de Charles VII. On a vu d'abord la Pucelle, on a vu Agnès Sorel, on a vu Jacques Coeur, on a vu La Hire et tous les autres grands généraux. On a vu les frères Bureau. Mais là, il y a un personnage qui va devenir très, très important à la fin de la vie de Charles VII. C'est son fils, le dauphin Louis, qui se révolte contre son père. Alors, vous voyez que lui aussi n'a pas un physique un peu ingrat. Et il est aussi de très mauvaise disposition. Alors, le jeune prince a fait un rude apprentissage de la vie parce que il faut lui donner ça. Peut-être que c'est ça qui l'a rendu aussi rude, c'est qu'il a été élevé en pleine guerre de 100 ans, dans des moments où le royaume de France vivait des moments très très difficiles. Donc aussi, il a vécu les moments les plus creux du règne de son père, hein, lorsqu'il était le petit roi de Bourges et qu'il n'avait pas, il n'était pas à la tête du royaume de France. Avant de gouverner le Dauphiné, qu'on lui donne avec, comme je vous l'ai dit, avec des pincettes, il avait vécu des chevauchées, des batailles contre les Bourguignons, contre les Anglais. Il n'entretient pas de très bonnes relations avec son père, Charles VII. À 13 ans, son père lui donne pour épouse Marguerite d'Écosse. C'est une union stratégique, une alliance matrimoniale, comme on en a vu là, depuis le début de l'histoire du Moyen Âge, mais ça déplaît considérablement au jeune dauphin. Il refuse donc ce mariage. Louis XI va aller jusqu'à battre sauvagement Agnès Sorel, la maîtresse de Charles VII. On l'accuse même de l'avoir empoisonnée. C'est une des autres possibilités, c'est que Louis XI ait empoisonné Agnès Sorel. En 1440, 39-40, à l'âge de 17 ans, il rejoint la Praguerie. Rappelez-vous, c'est la révolte des grands du royaume contre Charles VII, notamment en regard là, des lois qui sont des réformes administratives et financières du royaume. Et parallèlement aussi, il continue la lutte contre les Anglais. Et donc, il vit de compagnie. Hein. C'est un homme de guerre, c'est un homme de révolte, c'est un homme qui est toujours sur la route, c'est toujours enchevauché en bataille. Il instaure donc une nouvelle noblesse. Il épouse Charlotte de Savoie, se procure une alliance avec les ducs, et dès la naissance de sa fille Jeanne, une enfant qui est laide et boiteuse, dit-on, il la donne en mariage à Louis d'Orléans, qui est le futur Louis XII, fils du poète Charles d'Orléans, qui est très connu pour les temps modernes. Il espère ainsi que le mariage reste stérile et que ça mette un fin à la branche capétienne rivale de la sienne. Et alors que Louis XI continue de comploter contre son père, Charles VII envoie une armée contre lui, au Dauphiné. Et Louis est contraint de se réfugier chez son oncle le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, qui va l'accueillir. En 1461, lorsqu'il apprend la mort de son père, il marque l'indifférence, il n'assistera même pas aux funérailles de son père. Trop content d'avoir enfin le pouvoir, il va l'exercer avec cruauté sous le surnom d'éternel araigne, l'araignée, hein, c'est-à-dire que il était très, très, semble-t-il qu'il gardait ses prisonniers dans des cages de sa salle, sa salle à manger, dans des cages suspendues dans sa salle à manger. Il leur envoyait des pièces de viande en disant, tiens, voilà. Alors, c'est un autre personnage haut en couleur. Et en 1458, donc, oui, quand je dis qu'il n'est pas allé aux funérailles de son père, il faut déjà voir que son père va mourir en 1458 d'une plaie cancéreuse à la jambe. Il était également atteint d'une toux tuberculeuse, là, probablement. Et en 1461, atteint d'un grand mal de dents, il ne peut plus se nourrir. Le 21 juillet, âgé de 58 ans, il meurt, mettant fin à un règne de 40 ans sur la France. Un règne, on va en faire le bilan tout à l'heure. 40 ans qui voient donc un spectaculaire redressement militaire, une grande réforme interne du pays,
Ce règne-là a vu successivement un homme faible, très affecté par la maladie de son père, on se rappelle Charles VI était fou, par le reniement de sa mère, on rappelle qu'Isabeau de Bavière l'a déshérité, devenir un homme fort, vainqueur de la guerre de Cent Ans, responsable de la mise en place d'un État moderne et presque, on pourrait le dire, là, certains historiens vont jusque-là, de l'absolutisme français. À sa mort, la France a une armée permanente, le roi une favorite, des taxes annuelles indirectes, une économie florissante et une cour humaniste flamboyante. Et le Moyen Âge s'éteint donc, hein, avec ce roi ambivalent, mais qui a donné un des règnes les plus captivants de l'histoire de France, même si pour très longtemps ça a été le règne le plus ignoré. Alors, je vous engage donc ça met un terme là à ce cours 10 sur Charles VII, je vous engage à aller voir le PowerPoint qui est sur Moodle en même temps et aller là cliquer sur les liens que je ne peux vous montrer dans ma petite vidéo pour aller voir les extraits de films. Peut-être pouvez-vous même là interrompre ce petit cours en vidéo pour aller visionner là, ces extraits YouTube que j'avais mis dans le PowerPoint. Et donc, on va continuer la mission. N'hésitez pas à m'écrire pour me poser des questions. On va continuer la mission donc la semaine prochaine avec, rappelez-vous que le premier cours thématique pour tous, mais aussi pour nos amis du BES, c'est un cours sur l'histoire de l'éducation au Moyen Âge. On va voir tout à partir de la jeune enfance jusqu'à l'université. Alors, ce sera un cours qui sera encore aussi donné sur YouTube. Et donc, je vous remercie de votre attention et puis à la semaine prochaine.